Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. La Golden Dawn. Aujourd'hui, l'ésotérisme est vraiment mainstream. On vend des jeux et des livres sur la loi de l'attraction, on a le L spécial astrologie tous les étés, et on a tous entendu parler de la puissance du rituel, quitte à voir des influenceurs witchy sur les réseaux expliquer des rituels personnels qui s'inscrivent plus ou moins dans une tradition wiccan. On connaît le nom de Waite parce que ceux qui s'intéressent au tarot savent maintenant qu'il n'y a pas que le tarot de Marseille, il y a aussi le tarot de Waite, qui est même beaucoup plus connu, le Rider-Waite, et qui est la référence sur laquelle se base l'immense majorité des nouveaux jeux modernes. Aussi, quand on étudie le tarot, on tombe très très vite sur des listes de correspondances avec l'astrologie, avec les cristaux, avec un peu tout ce qu'on veut. Alors on baigne là-dedans, mais tout le monde n'a pas entendu parler de la Golden Dawn, la société secrète à laquelle on doit absolument tout ça. Et si aujourd'hui vous vous intéressez aux rituels de sorcières, au tarot, à une spiritualité qui vise à vous aider à vous améliorer, en fait ce que vous apprenez ou ce que vous pratiquez maintenant vient en droite ligne de leurs enseignements. Donc je vous propose aujourd'hui un petit tour de l'histoire de cette organisation pour comprendre de qui il s'agit, ce qu'ils voulaient, et l'influence qu'ils ont encore sur notre pratique et sur notre culture des Beatles à Dune et à Harry Potter. Ce sera aussi l'occasion de s'amuser un peu parce que, comme toujours en ésotérisme, c'est l'histoire d'une organisation et de personnes qui partent plusieurs fois complètement en vrille, avec des bagarres parfois absolument délirantes, exactement comme des gamines d'Instagram qui forment des cliques pour obséder sur leur petit drama avec leur rival, ou comme des psychanalystes lacaniens. Sauf que la Golden Dawn a aussi produit certaines des plus belles idées que l'on a encore sur la spiritualité aujourd'hui. Alors c'est parti, découvrons ensemble d'où vient la Golden Dawn, ce qu'elle était et ce qu'elle nous a légué. Alors je vais vous parler d'une organisation qui a vu le jour dans un certain contexte que je vais rappeler brièvement pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc à la fin du 19e siècle, c'est le triomphe de l'industrialisation. La technologie se développe, c'est spectaculaire, et ça change énormément de choses dans la vie des gens. Les populations se mettent à habiter en ville pour aller travailler dans les usines, donc on passe du paysan à l'ouvrier. Et en même temps, la religion traditionnelle s'affaiblit. On n'a plus l'église au milieu du village puisqu'on est tous en ville. Et tout ça, ça pue vraiment en fait, parce que les usines crachent de la fumée tout le temps, notamment à Londres où c'est vraiment très très grave. C'est ce qu'on appelle le smog. Dans les années 1870, il y a eu des épisodes où on ne voyait qu'à quelques mètres devant soi tellement il y avait de fumée, c'était épouvantable. Ça a créé des accidents, sans parler évidemment des maladies respiratoires qui touchaient surtout les pauvres. Donc imaginez l'ambiance Sweeney Todd, comme ce film de Tim Burton avec Johnny Depp, c'est vraiment noir, c'est sale, tout le monde est pâle, tout le monde tousse. C'était vraiment un peu cette ambiance-là. Bref, c'est le triomphe de la science, mais c'est en même temps plutôt triste. D'autant plus que, à ce moment-là, la science arrive à expliquer scientifiquement de nombreux phénomènes qui étaient jusqu'alors mystérieux, donc on a en fait un vrai désenchantement du monde. Et dans les arts, ça fait un moment que les romantiques essayent de s'évader de tout ça. Le romantisme, c'est d'abord une réaction contre les Lumières au XVIIIe siècle, qui ont mis la science en premier, aux dépens de l'expérience émotionnelle. Et ensuite, c'est aussi une réaction contre l'industrialisation qui dégueulasse tout au XIXe siècle. Donc les romantiques sont ceux qui essayent de remettre l'accent sur l'émotion, sur l'individualisme, sur la beauté de la nature. Et ce qui les intéresse, c'est vraiment l'expérience intérieure, c'est vraiment comment fonctionne l'esprit, comment on vit les émotions, les rêves,
voire des états plus limites, comme des hallucinations, comme la folie. Et ils vont beaucoup parler du surnaturel parce que ce surnaturel permet de représenter un peu la diversité des expériences limites, comme l'hallucination, comme le fait de voir des entités, des fantômes, etc. Et en même temps, c'est vraiment cool parce que ça permet d'écrire des histoires de fantômes, ça permet d'écrire des histoires d'apparitions, de magie. Et les romantiques ont une affection particulière pour la littérature gothique qui a commencé au siècle précédent, avec des histoires de châteaux hantés à n'en plus finir, avec Frankenstein, avec Dracula. Donc, à l'époque où on est, fin 19e, on a un matérialisme galopant qui saoule tout le monde, on a une fascination pour la surnaturelle, et on a en même temps un vide spirituel qui fait que les gens vont se mettre à chercher du sens ailleurs. Et en plus, à ce moment-là, la notion de folie, la névrose, sont des idées qui sont travaillées par les débuts de la psychanalyse qui transmet l'idée que l'esprit peut se retourner contre lui-même et aussi qu'on pourrait le réparer, entre guillemets, en décodant les symboles qui apparaissent notamment dans les rêves. C'est ce sur quoi travaille Freud, c'est le terreau parfait pour qu'à ce moment-là apparaisse une grande mode de l'occultisme et des pratiques mystiques. Et dans ces pratiques-là, comme la culture désormais est scientifique, eh ben, il va falloir qu'elles aient l'air scientifiques. À partir de 1840 aux États-Unis, il y a une énorme mode qui apparaît, c'est le spiritisme. Une mode qui a été lancée par les sœurs Fox, qui faisaient semblant de faire entendre des messages de fantômes en faisant tourner les tables. En fait, elles mettaient leurs mains sous les tables et elles faisaient craquer leurs doigts. C'était du charlatanisme, mais ça a immensément marqué les esprits, parce que ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait un phénomène reproductible, hein, pensée toujours scientifique. On peut parler aux fantômes dès qu'on a une table à faire tourner. Et un phénomène avec des effets mesurables, hein, on demandait aux fantômes de donner un coup pour oui et deux coups pour non, là c'était vraiment objectif. Et c'était donc l'idée qu'on pouvait se mettre à réfléchir à une analyse scientifique de ce qu'il y a dans l'au-delà, à partir des phénomènes objectifs dont on dispose ici-bas. Alors, la vague du spiritisme est particulièrement intéressante parce que elle a commencé comme du charlatanisme, mais ensuite, il y a eu un vrai impact, notamment social et politique, parce que surtout c'était un contexte qui donnait aux femmes et aux noirs la possibilité de s'exprimer et d'être entendues en tant que médium dans un monde qui était dominé par les hommes blancs. Par exemple, le président Abraham Lincoln avait une femme qui était passionnée de séances de médiumnité, donc il devait assister à plein de séances, et comme par hasard, dans ces séances-là, tous les fantômes dont on passait les messages étaient tous de gauche, même si les fantômes qu'on avait invoqués étaient en fait les esprits de sénateurs qui, avant de mourir, étaient vraiment de droite et pour l'esclavage et tout. Et quand on les faisait venir médiumniquement pour une séance, eh bien, ils disaient à ce moment-là qu'ils étaient désolés de s'être trompés dans leur vie précédente, mais qu'en fait, ils s'étaient rendus compte en étant morts qu'il fallait abolir l'esclavage. Bref, donc ça a eu une influence. J'arrête ici la digression sur le spiritisme, mais c'est un mouvement qui a eu une vraie influence, au moins politique. Donc, toutes ces histoires d'ésotérisme dont on nous dit ah là là, c'est pas sérieux, donc c'est pas intéressant, c'est pas vrai, c'est pas des petits trucs sans rapport avec l'histoire générale, ça fait vraiment partie du contexte de l'histoire des idées et ça a un vrai impact sur l'histoire politique globale. Bref, donc à cette époque, on veut des expériences auxquelles on puisse réfléchir pour les analyser et les comprendre, mais on veut aussi s'ouvrir au monde. Donc on est vraiment dans un moment où on a besoin de se recréer une tradition spirituelle. À la fin du XIXe siècle se crée le mouvement théosophique d'Helena Blavatsky, une femme qui s'est fait aussi connaître à force de faire tourner les tables et de faire des séances plus ou moins de médiumnité. Son apport à elle, c'est un mélange entre les traditions mystiques orientales et occidentales. Et c'est à partir de son influence à elle qu'aujourd'hui vous connaissez des notions comme le karma, comme la réincarnation, les maîtres ascensionnés, tout ça. Toutes ces notions-là viennent vraiment d'elle. Et en même temps, en France, on a des occultistes comme Eliphas Lévy qui font à peu près la même chose en mettant un peu plus l'accent sur le côté cérémoniel qu'on peut donner aux pratiques magiques. Et tout ça prend de l'ampleur et les intellectuels vont se retrouver fascinés par tout ce qui est société secrète, comme la franc-maçonnerie, comme les histoires de Rose-Croix ou d'Illuminati. Et c'est dans ce contexte-là que notre Golden Dawn va faire son apparition. Et dès le début, c'est un peu dingo. Alors, en 1888, en Angleterre, on a trois amis
il y a le docteur Woodman qui est chirurgien, William Wynne Westcott qui est médecin légiste, donc deux scientifiques, et par ailleurs Samuel Liddell MacGregor Mathers qui est occultiste et complètement dingo. Alors on pourrait penser que ça aurait été l'occultiste qui a lancé quelque chose d'un petit peu fou, mais non, en vrai c'est le médecin légiste. Donc ce médecin légiste, William Westcott, un jour, il tombe sur un tas de papiers très bizarres, écrits en code. Alors ces manuscrits lui ont été donnés par quelqu'un qui les tenait de quelqu'un, bref, c'est hyper flou. Alors il va demander à Mathers, l'occultiste, de l'aider à les déchiffrer, puisque c'est bizarre. Et ensemble, ils découvrent que c'est un code mystérieux qui est donné dans un manuscrit mystérieux du XVe siècle, donc présenté comme ça paraît hyper compliqué. En réalité, quand on regarde le code en question, il est tout bête, hein. C'est juste remplacer les lettres de l'alphabet normal par des lettres d'un alphabet bizarre, donc c'est un peu un truc d'enfant, hein. C'est vraiment ce qu'on trouve dans les jeux vidéo qui sont pas très compliqués. Bref, mais dans ces manuscrits, il y a deux choses intéressantes. D'abord, il y a une description de tout un rituel, avec la mention que si on veut monter une vraie société secrète qui soit vraiment authentique et avec des initiations qui soient vraiment vraies, il faut faire ça. Ensuite, il y a un tas de feuillets qui parlent de tarot. Et dans ces feuillets, il y a des tableaux de correspondance entre le tarot et la Kabbale. Alors en France, on avait déjà commencé à travailler comme ça. C'était surtout les occultistes, Eliphas Lévy et ensuite Papus, qui avaient lancé le fait de faire correspondre chaque carte de tarot à une lettre hébraïque, et ils avaient mis en place un système de correspondance, et après il y avait tout un tas de gens qui avaient travaillé là-dessus. C'est notamment ça que vous retrouvez sur le tarot d'Oswald Wirth, par exemple. C'est un tarot où on voit une lettre en hébreu en bas de toutes les cartes. Bon, les manuscrits chiffrés de la Golden Dawn reprennent cette idée de correspondance, mais ils la corrigent. Ils vont changer les attributions entre les cartes et les lettres de l'alphabet hébreu. Donc en fait, ça va décaler les correspondances avec le reste, c'est-à-dire les signes du zodiaque, les planètes, les éléments. Et c'est dans ces manuscrits fondateurs qu'on a la fameuse inversion des numéros entre la justice et la force. La justice qui était en 8 dans le tarot de Marseille et la force qui était en 11. Dans le tableau de correspondance des manuscrits chiffrés, c'est là qu'il est dit que si on fait la correspondance entre les lames du tarot, les lettres de l'alphabet hébraïque et les éléments de l'astrologie, ça ne marche que si en fait on intervertit les deux. Parce que sinon, en fonction du lien que eux font entre les cartes et les lettres de l'alphabet hébreu, si on fait bien le tableau de correspondance comme il faut, alors le signe de la balance en astrologie va se retrouver relié à la lettre hébraïque qui est reliée à la carte avec une femme qui tient un lion, et le signe du lion en astrologie va se retrouver lié à la lettre qui est liée à la carte avec une femme qui tient une balance. Donc en fait, ça va pas du tout. Eux, ils veulent un tableau qui marche dans tous les sens et tout le temps. Donc c'est à partir de là que vient la fameuse numérotation qu'on trouve dans le tarot de Waite avec la force en 8, et donc aujourd'hui dans quasiment tous les tarots illustrés modernes, puisqu'ils se basent tous sur le tarot de Waite. Donc si aujourd'hui, chez nous, on commence à avoir l'habitude d'acheter des tarots illustrés avec la force en 8 et la justice en 11, contrairement au tarot de Marseille qui fait l'inverse, c'est spécifiquement de là que ça vient. Ça vient de ces manuscrits secrets pour créer une société secrète, donc c'est une idée qui date de 1888. Alors, le manuscrit chiffré, il est arrivé avec l'adresse d'une certaine comtesse allemande qui aurait l'autorité nécessaire pour permettre aux trois amis qui ont donc trouvé le manuscrit, permettre à ces gens-là de construire une nouvelle branche d'une société initiatique vraiment authentique. Et d'où elle tient son autorité? Parce qu'elle est en contact avec des maîtres secrets très mystérieux. Donc en fait, à chaque fois qu'il y aura des questions sur ce qu'il y a dans le manuscrit, Westcott, le médecin qui est celui qui les a trouvés, il va dire qu'il tient la réponse de source sûre parce qu'en fait, il aura contacté la comtesse. Mais bon, étrangement, c'est toujours des réponses qui l'arrangent lui. Et puis, une fois qu'il est devenu chef de la Golden Dawn, elle a le bon ton de mourir. Donc en fait, il y a énormément de chances pour qu'il l'ait juste inventé. Voilà. Bref, mais c'est pas grave. On a trois amis qui faisaient déjà partie d'un groupe de Rose-Croix. Et comme ils ont trouvé les manuscrits, ils se mettent d'accord pour appliquer ce qu'il y a écrit dedans et monter leur propre groupe. Donc, ils écrivent tout ça, ils écrivent la description, ils écrivent la hiérarchie du groupe, ils écrivent quel grade il y aura dedans, ils écrivent les rituels en se basant sur le manuscrit. C'est un peu comme mettre en scène des pièces de théâtre symboliques, quoi. Et MacGregor Mathers, l'occultiste, lui, il a un vrai talent
pour synthétiser et pour mélanger des systèmes. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est mélanger différentes traditions, donc des traditions d'univers culturels très différents, hein, la Kabbale, le tarot, l'hermétisme, le néoplatonisme, plein de choses très diverses comme ça. Et lui, il les mélange toutes pour créer un système de pensée qui soit cohérent et surtout qui soit facile à transmettre. Bon, enfin, vu qu'il est médium et qu'il prétend être en contact avec des entités spirituelles, techniquement, tout cet enseignement vient directement de ce que lui appelle les maîtres secrets. C'est tout un travail qui vise à faire renaître la magie occidentale. En gros, les 3 copains de la Golden Dawn, ils montent une académie de magie avec une hiérarchie, avec des rituels symboliques très élaborés et avec un corpus qui va permettre d'apprendre globalement un système ésotérique. Et ça marche. Alors, les membres de la Golden Dawn n'ont jamais été très nombreux, mais elle a très vite rassemblé de très grandes figures. On est vraiment dans un groupe d'élite intellectuelle, avec de grands écrivains, avec de grands poètes, de grandes actrices et, comme on est dans le spirituel, des grands occultistes. Et c'est ainsi que la Golden Dawn est devenue la plus grande organisation initiatique du XIXe siècle, et indifféremment avec des hommes et des femmes d'ailleurs. Alors, je vais vous dire un petit peu des figures importantes dans cette organisation-là. On a le poète William Butler Yeats, qui est important, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1923 et dont le travail à cette époque-là est vraiment marqué par l'imaginaire et le spirituel, avec des poèmes très symboliques qui mélangent des traditions diverses comme le catholicisme, la Kabbale, les religions grecques et romaines. C'est quelque chose de très novateur à l'époque. Et il est à fond sur la Golden Dawn, c'est vraiment son truc. Et il sera grand maître de cette organisation-là de 1901 à 1903. Donc lui, on peut noter aussi Arthur Machen. Alors si vous aimez Lovecraft, vous pouvez y aller à fond. C'est de la littérature fantastique qui tourne beaucoup autour du petit peuple, c'est-à-dire des fées et des lutins, mais sur le mode de la peur, en insistant beaucoup sur le caractère alien de ce monde qui n'est pas le nôtre. Et Lovecraft s'est complètement inspiré du premier roman d'Arthur Machen, Le Grand Dieu Pan, pour l'appel de Cthulhu et surtout l'abomination de Dunwich, où il a repris le thème du fruit de l'union entre une femme et une entité surnaturelle. Donc il y a vraiment une grande influence. Comme écrivain notable, on a aussi Algernon Blackwood, qui est un écrivain fantastique, orienté vers l'horreur aussi, et que Lovecraft a encensé aussi. Ses œuvres à lui ont été une source d'inspiration très importante pour l'esthétique noire du mouvement gothique. Donc, vous voyez le gothique où on s'habille en noir et on met des beaux habits et où on écoute du métal, c'est vraiment ce mouvement-là dont je parle, hein. Donc, Algernon Blackwood a créé un détective fictif du nom de John Silence, qu'on surnomme le Sherlock Holmes du surnaturel, dans des récits qui mélangent fantastique et enquête. C'est exactement comme dans les séries des années 80-90 qu'on a tellement aimé, comme les X-Files, comme Supernatural, etc. Donc là, vous voyez, je vous cite des écrivains dont vous ne connaissez pas forcément le nom, mais qui ont eu une influence énorme sur ce que vous connaissez aujourd'hui. Dans la même veine, à la Golden Dawn, ils ont aussi un autre qui s'appelle Henry Rider Haggard, qui a écrit des romans d'aventure qui se passent dans des pays exotiques. Donc aujourd'hui, on ne connaît plus son nom, mais il a eu une influence énorme dans la littérature de SF et de fantasy, notamment à travers son héritier Edgar Rice Burroughs, qui a écrit Tarzan, et aussi John Carter de Mars. Il y a eu un gros film il n'y a pas longtemps au cinéma. Alan Quatermain, c'est le héros d'un de ses livres qui s'appelle Les mines du roi Salomon. C'est un des modèles d'Indiana Jones. Et c'est aussi le personnage qui est joué par Sean Connery dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, il y en a pas mal comme ça. Dans les écrivains fantastiques, on dit aussi que Bram Stoker en était, celui qui a écrit Dracula, mais on n'a pas réussi à retrouver les preuves, donc c'est pas certain, c'est une possibilité, en tout cas c'était bien le style. Il y avait aussi Charles Williams, un collègue, un ami de Tolkien et de C.S. Lewis, Charles Williams qui a écrit le seul grand roman fantastique qui parle de tarot, quand même, et dont sortira une traduction en français dans le courant de l'année 2025, j'espère. Bref, donc je me suis étendue sur les écrivains parce que ça me parle plus, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des grands acteurs, il y a aussi surtout des grandes actrices, il y a une journaliste, il y a une grande historienne de la religion, il y a une peintre, etc. La femme de MacGregor Matters, le fondateur occultiste, s'appelle Moina Matters, c'est la sœur du grand philosophe Henrik Bergson.
Bref, et surtout, il y a les occultistes, qui sont ceux dont nous, on continue de connaître les noms aujourd'hui en tarot. On a Arthur Waite et Pamela Coleman Smith, qui vont ensemble créer le tarot Rider-Waite-Smith. On a Aleister Crowley, le magicien qui a créé le tarot de Thoth, qui est une figure provocatrice, qui va énormément miser sur la magie sexuelle, et qui a une vie particulièrement spectaculaire aussi. Peut-être que je vous en ferai un épisode plus tard si j'ai le temps. On a aussi Dion Fortune, qui est romancière et psychothérapeute, qui a écrit des livres de magie géniaux comme La magie appliquée, La cabale mystique, L'autodéfense psychique, Comment pratiquer l'occultisme sans danger, etc. Et pour revenir à la littérature, elle a aussi écrit des grands romans sur la magie comme La prêtresse des mers. Et ce genre de roman-là, vous voyez, je vous ai cité pas mal de romanciers. Ce genre de roman-là se base sur les vrais enseignements magiques. Pourquoi? Parce que leur but était de disséminer inconsciemment ces enseignements à ceux qui sont trop rationalistes pour accepter des enseignements spirituels comme ceux de la Golden Dawn avec leur esprit conscient. Donc, bon, si vous vous intéressez à tout ça, c'est pas la peine de prendre plein de notes. Je mettrai les liens vers les romans que j'ai cités en bas de l'épisode. Dion Fortune, elle est intéressante aussi parce que, notamment, elle a participé à la bataille occulte d'Angleterre contre les nazis, qui se passait sur le plan astral. Donc, je vais pas avoir le temps de vous la raconter dans cet épisode, mais oui, ça a été un truc qui s'est vraiment passé. Les occultistes anglais se sont battus contre les occultistes nazis sur le plan astral, dans un grand événement de méditation et de voyage astro-synchronisé dans tout le pays. Bref, donc je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est très spectaculaire. Et il y a eu pas mal d'événements assez marrants aussi. À un moment, Dion Fortune se dispute avec Moïna Matters, et il y a tout un duel de sorcières sur le plan astral. Donc Moïna Matters lui aurait envoyé une sorte de tigre psychique, et Dion Fortune se serait battue avec elle donc sur ses autres plans, mais une fois revenue à la réalité, elle avait le corps couvert de griffures, etc. Bref, donc autour de la Golden Dawn, comme c'est des personnalités très fortes et très intenses, il y a vraiment beaucoup d'épisodes spectaculaires. Mais non, là, on est dans une chronique de 20 minutes, donc nous arrivons à la fin de la première partie. J'ai essayé de bien vous planter le décor avec le contexte où apparaît la Golden Dawn, quel genre de personne lance cette affaire et qui la fréquente. Alors, donc j'ai dû aller très vite sur certains épisodes, comme cette histoire d'attaque contre les nazis sur le plan astral. Croyez bien que je le regrette. Mais j'espère au moins de vous avoir donné envie de vous renseigner un petit peu par vous-même sur tout ça, parce que ce sont des histoires passionnantes à lire. Dans l'épisode prochain, je vais rentrer plus en profondeur dans l'enseignement de la Golden Dawn, de façon à ce qu'on comprenne en quoi ce qu'ils ont mis en place a informé tout l'ésotérisme tel qu'on le pratique aujourd'hui, tel que vous pouvez le connaître aujourd'hui, si vous savez ce que ça veut dire Witchy. Et à cette occasion-là, donc petit teasing, je vous dévoilerai le plus grand secret initiatique qui ait jamais existé. Et ceux qui ont l'habitude de me lire savent que je fais pas des promesses en l'air, alors abonnez-vous au magicien, suivez mon compte Instagram, inscrivez-vous à ma newsletter, je sais pas quoi, parce que ma prochaine chronique va changer votre vie. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et de belles découvertes. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!